Bienvenue, messieurs. D'abord, ici, immédiatement à ma gauche, Julien Sanson, président directeur général de Maisons de Famille. 200 établissements dans 4 pays européens, dont 17 en France, ce qui représente 13 000 salariés. Bienvenue, Julien. Élie Cohen, toujours avec nous, et Alexandre Faraud, président du MEDEF Grand Est. Alexandre, je commence avec vous. Pendant la crise Covid, les PME ont résisté. Alors après la crise de l'énergie, l'inflation, la hausse des matières premières, dans quel état sont-elles aujourd'hui? Eh bien déjà, bonjour à toutes et tous, bienvenue en Grand Est. Par rapport à la question de la réaction des entreprises face à toutes ces crises, j'aimerais en rajouter quelques-unes, parce qu'on ne s'arrête pas là. Il y a les crises internationales, les crises géopolitiques, et puis on doit affronter quelques crises aussi dans notre pays. On a eu très récemment les retraites, mais nous avons aussi la question des normes, nous avons aussi la question de l'emploi, nous avons des politiques qui sont chahutées. Pour certains d'entre vous, ça vous parlera peut-être, vous avez peut-être entendu parler du ZAN, zéro artificialisation nette des sols, des choses un peu exotiques que l'on installe dans notre pays et qui viennent complexifier la façon dont les entreprises et les entrepreneurs doivent réagir. Alors ce matin, en préambule, le président Amarantyinis nous disait avec justesse, agilité et résilience. Je crois qu'à tout le moins, c'est ce qui caractérise toutes les entreprises en France et notamment pour vous qui avez traversé quelques crises. Donc je dirais en quelques mots que la période est vraiment très intéressante. Intéressante. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement intéressant? Ça va nous amener. Nous sommes dans cette réflexion à la fois économique, entrepreneuriale. On doit faire face à des défis. On parlait de la démographie, on parle du vieillissement, on va parler de la formation. Comment est-ce qu'on va devoir s'adapter? Comment on va devoir transformer nos entreprises? Comment on va devoir, on en reparlera peut-être après, travailler avec les pouvoirs publics pour justement faire face à ce qui nous arrive. Et puis, un élément peut-être complémentaire, c'est que trop souvent, on voit les choses d'une façon verticale. On va aborder le problème, aujourd'hui, du grand âge. Mais il n'y a pas que le grand âge. Avec le grand âge, il y a le logement, il y a la mobilité, il y a la formation, il y a un certain nombre de choses. Et quand on réfléchit à une verticale, on oublie souvent, bien qu'on le sache, la mesure d'impact. Qu'est-ce qu'il va y avoir autour? Vous avez évoqué, Alexandre, rapidement la question de l'emploi. On sait que de nombreux secteurs, celui du grand âge bien sûr, mais aussi la restauration, les hôpitaux, le transport aérien, le bâtiment, les chauffeurs de bus et j'en passe, doivent faire face à une pénurie de personnel. Comment l'expliquez-vous et quelles sont les solutions? Vous avez 2 heures. Non. Super. Donc, on l'explique. Alors, il y a plusieurs facteurs qui rentrent. Déjà, la démographie. Ensuite, il y a des choix en termes d'emploi et de formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des personnes sur le marché du travail qui ne sont pas formées pour les nouveaux emplois dont nous avons besoin. Il y a aussi un aspect sociétal qui joue. C'est-à-dire que les attentes des plus jeunes ne sont pas forcément les mêmes. Et puis de l'autre côté, les entreprises ne sont pas forcément préparées parce qu'avec toutes les crises et tous les sujets que nous avons à aborder, eh bien parfois on n'est pas forcément prêt ou suffisamment vite en tout cas pour accueillir cette nouvelle façon de penser du travail en entreprise. Ça va être un vrai sujet, hein. Le sujet de travail en tant que tel, est-ce une valeur? Que devons-nous en faire? Comment allons-nous le traiter? D'un point de vue de la communication, les entreprises s'en emparent. On va parler de marque employeur. On va développer un trésor d'énergie pour essayer d'attirer des talents. Donc, je parlais du sociétal, la partie environnementale, on l'a bien entendu, cette quête de sens. Comment est-ce qu'on va pouvoir amener ce sens dans l'entreprise? Et ça touche particulièrement le grand âge et ici toutes les entreprises au sein du CINERPA. Julien Sanson, en un mot, dans quel état se trouve le chef d'entreprise que vous êtes? Est-ce que vous allez bien déjà? Alors oui, je vous rassure. Bonjour à tous.
Je pense que les chefs d'entreprise, face au monde incertain, perturbé, désordonné qui nous entoure, ont une chance exceptionnelle, c'est d'agir. Hein, ce que disait Alexandre à l'instant. On a effectivement le risque d'être paralysé par les désordres et les perturbations qui nous entourent, mais comme l'a évoqué Eli Cohen, il y a aussi des raisons d'espérer. Et notre rôle, notre responsabilité sociale de dirigeants, c'est d'agir face à la crise. On évoquait le sujet des crises réglables, pour prendre le concept que Eli Cohen a essayé de déployer sur l'énergie ou les prix alimentaires. On est en train de sortir de cet épisode, au fond, avec de bonnes discussions avec nos fournisseurs, un peu d'aide des pouvoirs publics et des modèles très différents d'un pays à l'autre. Ce pic d'inflation est en train d'être absorbé. Alors, vous dites le chef d'entreprise doit agir. Je l'ai dit, vous avez 200 établissements dans 4 pays européens, Allemagne, Espagne, Italie, France, par ordre décroissant d'activité. Est-ce que vous avez agi de la même façon dans chacun des 4 pays? Non, c'est une bonne question. La réponse est non. Parce que même s'il y a une convergence des modèles en Europe dans la prise en charge des personnes âgées, les réglementations, les régulations, les soutiens des pouvoirs publics dans notre secteur très régulé sont très différents. Je pourrais citer 2 exemples extrêmes. La France et l'Italie s'agissant de l'énergie. En France, les EHPAD, grâce à l'action du CINERPA, ont réussi à obtenir une protection, bouclier tarifaire, bouclier énergie. En Italie, cette affaire n'a pas été réglée avec des aides des pouvoirs publics et les entreprises ont dû digérer les hausses du prix du gaz en particulier, puisque c'est un vrai sujet en Italie, comme l'Allemagne très dépendante du gaz, et les entreprises ont dû faire face. Donc il y a vraiment des modèles très différents d'un pays à l'autre. Et concernant l'emploi, les difficultés de recrutement dont on parlait dans tous les pays européens, bon, pour y faire face, dans certains secteurs, il y a eu le Ségur de la santé en France en 2021. Est-ce que le même effort a été consenti dans les autres pays? En Allemagne, d'une certaine manière, puisque les salaires des soignants en Allemagne ont aussi augmenté de 15%, comme en France. La différence, c'est que les tarifs des maisons de retraite ont aussi augmenté à due proportion. Et on n'a pas eu, au fond, ce grand écart à la française où les salaires ont fortement augmenté, mais les tarifs n'ont pas suivi. Donc de ce point de vue-là, la réforme allemande était peut-être plus cohérente. Une autre illustration des choses sur lesquelles on peut agir et qui renvoie à la complexité de la crise qu'évoquait, je pense, Eli Cohen dans son intervention. La crise est complexe et il y a toujours une dimension globale et une dimension locale. Si on prend le cas des pénuries, on entend souvent dire que la solution, c'est de faire venir des infirmières ou des infirmiers d'autres pays pour régler la pénurie en France. C'est intéressant d'un point de vue français, et je m'en réjouis. J'ai 52 nationalités dans mes établissements en Espagne, donc ceci me facilite la tâche. Mais si je prends une casquette de citoyen du monde, c'est un vrai problème. Vous avez peut-être vu la polémique au Royaume-Uni cette dernière semaine sur l'attraction de ce pays pour les infirmiers et infirmières du Ghana. Ghana, c'est un pays, 33 millions d'habitants, accessoirement en Afrique. Il y a 31 000 infirmiers au Ghana. L'année dernière, 2000 de ces infirmiers sont allés au Royaume-Uni et aux États-Unis. 1200 au UK, 800 aux États-Unis. Autrement dit, en une année, 6 à 7% de la population d'infirmiers du Ghana a été absorbée par par 2 pays étrangers. Cette solution est évidemment pas tenable dans le temps. On fait ça pendant 3 ans. On perd 20% des infirmiers au Ghana. Donc la solution de l'attractivité des infirmiers et infirmières des pays de l'Est ou d'Afrique n'est pas une solution pour la planète. C'est peut-être une solution temporaire ici ou là, mais il faut être très vigilant. Je reviens, complexité de la crise, globale, locale, il faut qu'on pense les 2 éléments ensemble. Est-ce qu'on n'attend pas trop des pouvoirs publics? Alors, c'est le grand paradoxe de notre secteur. Nous sommes des acteurs privés du grand âge, mais nous sommes un secteur régulé, très largement subventionné par les pouvoirs publics.
Et avec ce subventionnement vient des exigences de la part des pouvoirs publics, elles sont normales, mais aussi je crois, une responsabilité de notre part. On ne peut pas tout attendre des pouvoirs publics. Et là encore, si on revient sur le sujet des personnels, c'est très intéressant. Aujourd'hui, vous avez vu ça il y a une dizaine de jours, l'adresse a publié une très belle étude sur les infirmiers, j'y reviens, et le fait que 14% des infirmiers de la promo 2020, qui sont sortis en 2021 après leurs 3 ans d'études, eh bien 14% d'entre elles n'ont pas fini en fait leurs études. 14%. Très intéressant. C'est-à-dire que les quotas infirmiers que les pouvoirs publics ont augmentés entre 2010 et 2021 ont été totalement inutiles, puisque la croissance des quotas infirmiers a été dilapidée dans le fait que les nouveaux élèves qui sont rentrés n'ont pas fini leur scolarité. Résultat, le nombre d'infirmiers est stable. Les pouvoirs publics peuvent continuer à augmenter les quotas infirmiers, formidable. Les entreprises, privées, publiques, associatives, ont un rôle à jouer, notamment dans l'accompagnement des infirmiers dans leur stage. Et ça, c'est une responsabilité d'entreprise. Le fait que 10% des élèves infirmiers ne finissent pas la première année, notamment après un premier stage, la responsabilité est dans notre camp. Et c'est à nous de mettre en place les tutorats, les mentorats, tout ce qu'on peut imaginer pour que cette première expérience professionnelle en fasse des infirmiers heureux et avec l'appétit de continuer dans ce beau métier. Eli Cohen, il ne vous aura pas échappé que l'agence Standard & Poor's a laissé, je le dis mal, c'est ça, Standard & Poor's a laissé à la France son double A. Bruno Le Maire s'en est réjoui. Et vous? Oh, ça n'avait absolument aucune importance en fait, pour plusieurs raisons. Ben, je vais vous expliquer. La première raison, c'est que peu de temps avant, il y avait une autre agence, Fitch, qui avait dégradé la note française, et ça n'a eu aucun effet, je dis bien aucun effet, sur les conditions de financement de la dette française. Il y en a une illustration presque caricaturale. Une semaine après la baisse de la note, le Trésor français a émis de la dette, et cette dette a été 4 fois sursouscrite. C'est-à-dire, les étrangers aiment tellement la dette française qu'ils en voudraient beaucoup plus. Alors pourquoi? Parce que la France est un bon risque. Et pourquoi la France est un bon risque? D'abord parce que dans le monde, il y a beaucoup de très mauvais risques. Je pense aux pays émergents, en particulier actuellement, qui ont du mal à faire face à leurs obligations. Et puis ensuite, parce que la France a la réputation d'avoir un État qui est un État efficace. Et surtout, je ne sais pas si ça plaira à tout le monde, mais la France a la réputation d'avoir de bons services fiscaux. Et donc la France est un bon gisement fiscal et qui est bien géré par une bonne administration fiscale. Donc pour les prêteurs, il y a vraiment 0 risque. Penser que la France risque de faire défaut, il faut vraiment être une agence de notation pour penser que c'est un risque qui peut arriver. Personne n'imagine ça. Donc la vraie question n'est pas là, en fait. La vraie question, c'est ce que j'indiquais dans mon exposé, c'est que les taux sont repartis à la hausse. Et il y a un chiffre qui me terrifie, c'est en 10 ans, la charge de la dette, je dis bien, sera passée de 15 milliards d'euros par an à 75 milliards en 2027. Cette hausse de la charge de la dette publique va faire de la gestion de la dette publique le premier poste de dépense de l'État, avant l'éducation, avant la défense, avant tout le reste. Donc ça, c'est inquiétant. Or, la tendance à la hausse des taux est bien programmée, à la fois à cause de la baisse à cause de l'objectif de baisse de l'inflation qui fait que les politiques monétaires sont restrictives et que les taux partent à la hausse, et ensuite parce que les investisseurs, même s'ils pensent que la dette française est excellente, arbitrent entre différentes dettes. Et donc, par exemple, la dette allemande est meilleure que la dette française et la dette italienne ou grecque est pire que la dette française. Donc, il y a ce type d'arbitrage. Et puis, il y a une dernière perspective qui peut inquiéter également, c'est que comme l'État a besoin durablement de ressources fiscales supplémentaires, mon ami Jean Pisani-Ferry a fait un rapport récemment sur le financement de la transition énergétique, et dans le financement de la transition énergétique, il propose un impôt
sur, entre guillemets, les grandes fortunes financières, de 5% du patrimoine. Or, ce patrimoine, en France, c'est largement de l'assurance vie, c'est pas que des placements très risqués en bourse. Or, le rendement de l'assurance vie est proche de zéro, et on est dans une situation d'inflation. Je dirais c'est la double peine, à la fois parce que l'épargne n'est pas correctement rémunérée, l'épargne de base, et en même temps parce que il y a ce risque de surtaxation à venir. Je vais vous poser, pour finir ou presque, Elie Cohen, une question. Je ne sais pas si vous allez aimer cette question. Je prends tous les risques. Est-ce que vous êtes optimiste ? Ah oui, je pense que nous avons passé 3 crises majeures et nous avons manifesté une certaine capacité à gérer ces crises qui étaient des crises inédites. Une pandémie comme celle qu'on a connue, c'est un événement séculaire. Et nous avons su gérer cet événement séculaire sans perte de pouvoir d'achat dramatique, sans faillite dramatique. Je me souviens de ce qu'on annonçait sur la multiplication des faillites. On n'a pas vu venir ça du tout. La crise de l'Ukraine, avec quand même le Poutine qui a décidé du jour au lendemain de couper totalement les approvisionnements. Moi, j'ai été très frappé de voir avec quelle vitesse on a réussi à diversifier nos approvisionnements de gaz, et j'ai été très surpris de voir comment les éco-gestes, comme on dit, avaient permis une baisse de la consommation d'électricité, alors qui n'est pas certainement pas durable, mais enfin en instantané de 15 à 20%. Donc, si vous voulez, les capacités de réaction de la société et des États laissent augurer avec faveur de l'avenir. Alexandre, je parlais en introduction du risque de paralysie du fait de la situation. Est-ce que ça n'impose pas, au contraire, c'est un peu ce que disait Julien Sanson, d'être plus agile, plus réactif pour vous, les chefs d'entreprise? C'est une nécessité. Hein. Déjà, nous le sommes déjà, et on va continuer à être agile, réactif et inventif, parce qu'il y a des questions d'innovation que l'on doit aborder sur nos territoires. Il y a la question de l'État sur lequel je voulais revenir aussi. C'est un élément important. Comme vous le savez, nous sommes en pleine élection pour la présidence du MEDEF, et c'est un sujet puisqu'on a installé France Travail, France Nation Verte. Voilà, on va avoir des France un petit peu partout, et du coup, les entrepreneurs se voient un peu dépossédés d'un certain nombre de choses. On a démontré notre agilité. Et ça va être un sujet sur les mois et les années à venir, c'est de montrer, de travailler en concertation avec le gouvernement et nos partenaires sociaux pour démontrer cette capacité d'adaptation. Les entrepreneurs sont tout à fait agiles et formés pour faire ce genre de choses. Et c'est un élément qui est crucial dans le contexte économique et géopolitique qui nous occupe. Il y aura peut-être une présidente à la tête du MEDEF dans quelques semaines. Écoutez, moi, j'ai pas de boule de cristal. En tout cas, nous avons 2 candidats. On a mené une démarche très très ouverte et très constructive pour organiser les débats. Et effectivement, aujourd'hui, nous avons une candidate et un candidat. Et nous aurons la réponse le 6 juillet. Parfait. Messieurs, merci beaucoup. Je vous laisse regagner la salle. Merci à vous, Elie Cohen, Alexandre Farreau, Julien Sanson.